Bonjour, je suis François Descastro, je suis avocat qui exerce essentiellement en matière pénale à Paris depuis environ une quinzaine d'années. Alors, vous êtes un spécialiste du droit pénal. Le projet de loi sur la justice prévoit, je cite les sources du ministère, une amélioration et une simplification de la procédure pénale. Ça paraît aller de bon sens, non ? De bon sens, incontestablement, tout ce qui tend vers l'efficacité et la simplicité, qui pourrait s'y opposer? Donc évidemment, on est tous professionnels du droit, tout à fait désireux d'accéder à de tels objectifs. Maintenant, la question est de savoir comment on s'y prend. Et nous pensons, pas uniquement les avocats, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais le 11 avril dernier, toutes les robes noires, comme on dit, battaient le pavé parisien. On trouvait dans le cortège de la manifestation des magistrats, des greffiers, des avocats, bref, un monde judiciaire qui, dans sa globalité, s'élevait contre une réforme que certains qualifient comme un enterrement en première classe de ce qui est déjà en fait un service public très largement obéré dans son efficacité, dans ses moyens et dans ses moyens. En ce qui concerne en particulier les magistrats, il ne vous aura pas échappé non plus que cette contestation, elle s'étend autant au niveau de l'USM, vous savez, ce syndicat classé à droite, que le syndicat de la magistrature. Là, ils sont réunis en intersyndical et il me semble que la dernière fois qu'ils se sont retrouvés ensemble pour mener un combat commun, c'était en 2011 à l'encontre d'une réforme Sarkozy. Donc ça vous donne une petite idée un petit peu du blocage et de... C'est quoi la logique en fait, la logique globale de cette réforme? Elle répond à quoi d'ailleurs? Hier on recevait Alain Créville, il vous a posé cette question. Il vous demande si un gouvernement qui se dit parfois de gauche, il ne s'agit pas là d'une réforme de droite, voire d'une réforme conservatrice. Écoutez, moi je ne sais pas, je ne fais pas tellement de politique, mais enfin... imaginez que ce gouvernement puisse exercer ou mettre en place une politique de gauche, et j'ai personnellement quand même quelques doutes. Évidemment que l'inspiration de cette réforme est de droite conservatrice. Elle se traduit d'ailleurs dans de multiples illustrations dans cette disposition. Mais enfin, il est évident qu'elle répond à une seule et unique logique, d'ailleurs qu'on retrouve pratiquement dans toutes les réformes du gouvernement Macron. C'est une logique exclusivement gestionnaire, une logique de réduction des coûts en fait qui fait la part belle à des aspects qui constituaient quand même quelque chose qu'on pouvait estimer efficace en termes de justice, qui était le rapport entre le justiciable et son juge. Cette réforme, elle entraîne une déshumanisation totale des rapports entre le juge et le justiciable, évidemment avec un risque quant à l'efficacité qui en résultera. Justement, beaucoup d'autres aspects sont... Oui, on va y revenir. Justement, au début de l'année, on se souvient de la mobilisation des personnels de l'administration pénitentiaire, qui justement mettait la question humaine au cœur de leur profession. Du coup, de ce que j'entends de votre part, ça ne répond pas à la crise qui a connu justement le milieu pénitentiaire, cette réforme. Alors, elle ne donne pas de réponse. Je reviendrai plus loin sur les moyens, parce que c'est toujours pareil. On va y venir après, oui. Voilà, une réforme, ça suppose des moyens. En ce qui concerne la mobilisation des personnels pénitentiaires confrontés à des conditions de sécurité de plus en plus délicates, là-dessus, en fait, on peut avoir des opinions qui sont divergentes. Moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que la multiplication des mesures de contrainte qui vont peser encore un peu plus sur les détenus sont précisément des gages de la certitude qu'on n'obtienne pas les résultats et la sécurité et la pacification dans le système de pensée. Donc je ne crois pas que plus de fouilles, plus de contraintes physiques qui pèsent sur les détenus sont de nature à régler le problème de sécurité dans les prisons. Je pense que la question de la sécurité dans les prisons est avant tout une question qui relève de l'état de nos prisons, qui est évidemment extrêmement préoccupante, sur laquelle j'insiste, Pierre Jacquemin, sur un point, sur laquelle il y a une chape de plomb en fait de la société française. Je m'explique. En fait, depuis maintenant plusieurs années, vous avez des gouvernements de droite comme de gauche, là je ne veux pas stigmatiser celui de Macron, qui au fond finalement taisent la situation du milieu carcéral, la situation d'insalubrité, qui valent d'ailleurs à la France des condamnations successives par la Commission européenne des droits de l'homme pour des traitements inhumains exercés au sein de ces prisons. Mais même sans aller
jusqu'à la jurisprudence européenne, vous n'avez pas moins de 34 condamnations prononcées par des tribunaux administratifs depuis quelques années sur la situation d'insalubrité et donc de traitement inhumain et dégradant qui a lieu en fait dans les prisons. Est-ce que cette réalité elle est connue des Français? La réponse, c'est évidemment non. En fait, on leur ment. On ne leur dit rien de la situation des prisons. Et en revanche, lorsqu'il s'agit d'opérer des réformes sur la question de la prison, évidemment, on est incapable, là pour le coup, en termes de pédagogie, de leur dire qu'il faut des moyens pour ces prisons, puisque précisément on leur a menti en amont sur l'état de celles-ci. Donc on est là dans un espèce de cercle vicieux qui, malheureusement, je le crains, perdure encore dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que le pays des droits de l'homme, pour que son budget consacré à la justice soit le moins doté de toute l'Union européenne, même si justement le gouvernement s'est vanté d'avoir augmenté le budget pour l'année 2018? Bon, alors d'abord l'augmentation pour l'année 2018 jusqu'en 2022, parce que c'est quand même une augmentation sur 5 ans, c'est 1,6 milliard d'euros, dont plus de la moitié ira quand même aux prisons. Donc déjà ça vous donne une petite idée, et ira aux prisons. Est-ce que c'est pour la question finalement qui consiste à régler l'état d'insalubrité des prisons ou au contraire pour construire de nouvelles places? J'ai personnellement mon opinion. Justement, et je pense qu'on veut construire en fait de nouvelles places, pas simplement régler le problème de l'insalubrité et des conditions de détention des détenus en France, parce que l'on sait que la réforme qu'on a mise en œuvre, et notamment sur un titre 5 qui concerne la question du sens de la peine, va entraîner mécaniquement, à donner de criminalité constante, une augmentation du nombre de détenus. Ça, c'est une certitude absolue. Mais j'y reviendrai, si vous voulez, dans le détail plus précisément. Oui, parce que le projet de loi dit qu'il prévoit d'adopter une mesure, enfin en tout cas une réponse plus efficace aux délits du quotidien. Ça veut dire plus de sanctions. Suppression effectivement des très courtes peines. Bon, d'abord, il faut être un professionnel de la justice pénale pour savoir que ces très courtes peines sont quand même plutôt très rares. Il existait, jusqu'à ce projet de réforme Belloubet, il existait un système qui permettait aux juges de l'application des peines, grosso modo, je vais schématiser parce que le droit de l'application des peines est très technique, mais grosso modo, pour tout détenu qui était condamné à une peine d'emprisonnement ferme inférieure à 2 ans, il existait un système d'aménagement, donc d'alternative à la détention. Ça pouvait être le bracelet électronique ou d'autres mesures qui permettent d'éviter l'incarcération. Jusqu'à 2 ans. Que fait ce nouveau projet? En fait, il réduit cette durée. C'est pour cette raison que je vous indiquais qu'on se retrouvait nécessairement et mécaniquement avec une augmentation du nombre de détenus. En fait, on passe de 2 ans à 1 an, et voire même à 6 mois en fonction de la personnalité du prévenu. Alors après, quand on regarde la jurisprudence sur les peines qui sont globalement prononcées, on constate que les peines qui sont inférieures à 1 mois sont pratiquement inexistantes. Tant et si bien que ça fait dire à Christian Saint-Palais, président de l'association des avocats pénalistes, que même sur ce plan-là, en fait, la réforme n'aura aucun impact. Ça veut dire quoi, justement, parce qu'on sait aussi que le problème des prisons, c'est la surpopulation carcérale. Vous dites qu'on va augmenter à travers ce projet de loi le nombre de détenus. C'est quoi la solution alternative? C'est le développement d'intérêt général, comme le propose aussi ce projet de loi? Le développement des travaux d'intérêt généraux? Les travaux d'intérêt général. De toute façon, moi je suis globalement favorable à tout système qui permette ou limite le placement en détention. Alors évidemment, là encore une fois, ça fait, on est facilement considéré comme des gens naïfs qui sommes très loin des réalités de terrain. La réalité, c'est que nous, avocats, on n'est pas du tout éloignés des conditions et de la réalité du terrain. Nous, ce que nous pensons, c'est que, et en particulier pour les courtes peines, c'est-à-dire inférieures à 2 ans, que je vous indiquais, qui vont être supprimées du nouveau dispositif de l'aménagement des peines, nous pensons que la prison, c'est une école extraordinaire pour forger des jeunes délinquants mineurs en des délinquants majeurs et rompus à la grande criminalité. On pense que c'est une école extraordinaire et que donc tous les moyens de l'État
doivent être mis sur cette question de l'alternative à la détention pour éviter évidemment mécaniquement une augmentation de la délinquance, de la récidive, puisque de toute façon nous savons très bien que les peines d'emprisonnement qui sont dites sèches, hein, sans aucun aménagement, sans aucune possibilité d'imaginer des réductions, entraînent mécaniquement des effets de récidive plus significatifs. Justement sur la justice, notamment des mineurs, le gouvernement dit vouloir proposer, ou en tout cas expérimenter là aussi une nouvelle mesure éducative qui serait par un accueil 2 jours avec des éducateurs. Ça fait partie des options, des hypothèses, ou en tout cas des alternatives qui sont positives? Oui, enfin, encore une fois, au plan des principes, oui, mais alors là, pour le coup, j'ai l'impression que le projet il est extrêmement nébuleux sur cette question. Il existe un dispositif aujourd'hui qui existe hein, sur cette question du placement des mineurs en extérieur, mais qui est axé essentiellement sur la question de l'insertion professionnelle et de la scolarité. Ça, vous n'aurez pas manqué d'observer que c'est un dispositif qui disparaît du projet. Insertion professionnelle, scolarité. En réalité, on insiste sur le côté contrainte. On veut qu'effectivement ça apparaisse pour le mineur comme une contrainte, en d'ailleurs excluant totalement la sphère familiale du dispositif en question. Donc moi je suis extrêmement dubitatif. Je pense qu'il existe une protection judiciaire de la jeunesse qui est là encore un parent pauvre de la justice, qui est totalement dépourvue de moyens, dont l'État ne s'efforce pas évidemment de remédier à cette insuffisance de moyens, crée un espèce de dispositif. Est-ce que c'est simplement de la communication, ou alors voire même le fantasme rêvé des maisons de correction qu'on souhaiterait voir réintroduites d'une manière ou d'une autre, parce qu'au fond, enfin, on n'est quand même pas très très loin. Mesures de contrainte, privation de sa scolarité, tout projet d'insertion professionnelle exclu. Voilà, très clairement, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien de bon. L'autre parent pauvre, ce sont aussi d'ailleurs les quartiers délaissés, que ce soit en milieu rural ou en milieu des quartiers populaires, en milieu de zones urbaines. Dans le plan Borloo sur les banlieues présenté au Premier ministre il y a quelques semaines, la place de la justice, elle y est suffisamment présente selon vous? Alors d'abord, avant de parler du plan Borloo, il y avait ce fameux discours programmatique de Macron sur les 5 prochaines années, avec la volonté de redéployer des moyens de l'État dans les quartiers populaires, et notamment par la création, je crois, de 10 000 postes de policiers de sécurité et du quotidien, les fameux PSQ, qu'il fallait surtout pas confondre avec la fameuse police de proximité, parce que ça aurait pu faire croire à l'électorat de M. Macron que c'était une initiative de gauche. Donc, bon, là-dessus, encore une fois, je constate que la police, la gendarmerie dans ces quartiers, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire, mais en revanche, je n'ai pas vu dans ce fameux discours des moyens supplémentaires pour la justice. Et donc, voilà, de la répression sans des moyens de faire comprendre le sens de cette répression. Je pense que quoi qu'il arrive, on est encore dans une mesurette ou dans quelque chose qui n'offrira aucune efficacité. Encore une fois, en se plaçant sur le terrain de l'efficacité. Moi, ce qui m'importe, c'est le terrain de l'efficacité. Vous parliez d'humain tout à l'heure. Un nouveau palais de justice a été inauguré en avril dernier. Il a accueilli d'ailleurs lundi sa première audience. On parle de locaux aseptisés, déshumanisés, dit Libération aujourd'hui, qui consacre 2 pages sur le nouveau palais de justice. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Vous y êtes allé? Non. Bon, il y a pas mal de journalistes qui y sont allés. Ça, effectivement, c'est pas simplement une observation qui est celle des professionnels. Oui, c'est un petit peu l'impression que l'on a. Alors quand même, je pense qu'il faut être un peu prudent. Le palais de justice vient d'ouvrir. Il y a quand même, voilà, les choses doivent se mettre en place progressivement. Ce qui est certain, c'est que la configuration des locaux, à laquelle on est susceptible d'ajouter tout ce qui se décide dans le cadre de cette réforme, éloigne incontestablement le justiciable de son juge. Et même d'ailleurs les avocats de leur juge, hein, parce que notamment par exemple les juges d'instruction, ils sont placés à des étages qui sont quasiment inaccessibles même aux professionnels de la justice que sont les avocats. Donc oui, effectivement, la configuration, elle est beaucoup plus déshumanisée que celle qu'on trouvait dans notre ancien et sans doute trop vétuste palais de justice à Paris.
J'ai une dernière question, François de Castro. En Belgique, l'avocat de Marc Dutroux, maître Bruno Daïez, fait campagne contre les peines à perpétuité et demande d'ailleurs la libération conditionnelle de son client. Il dit, je le cite, la perpétuité c'est une peine de mort à vie. Vous partagez son analyse, il faut supprimer la peine de perpétuité? Alors, la supprimer, effectivement, je pense que c'est un combat qui est légitime parce que je pense que c'est ce qu'on appelle une peine de mort lente. Quel espoir peut être donné à celui qui sait qu'il sera incarcéré à vie? Alors vous savez, là aussi c'est un problème de pédagogie. La plupart des Français pensent que la question de la perpétuité réelle, hein, n'existe pas en France. Elle existe bien. Il y a des détenus qui font 40, 50 ans de prison et qui sont susceptibles de mourir en prison, qui pourraient être libérés pour des conditions de santé, mais autrement, évidemment. Donc pour moi, oui, c'est un combat. Effectivement, il serait légitime de le gagner. J'ai des doutes dans la période qui est la nôtre qu'on puisse le gagner. Il y a d'autres alternatives pour mener ce combat. C'est devant les juridictions qui statuent précisément sur les demandes de libération conditionnelle. C'est une autre manière de s'opposer à la peine d'emprisonnement perpétuel, mais qui est totalement inhumaine, évidemment. L'enjeu pour vous, c'est toujours la réinsertion, l'accompagnement de la sortie de prison? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait autrement? C'est toujours pareil, on peut avoir comme ça des schémas simplistes, on incarcère les gens, on les soumet à des conditions totalement inhumaines et dégradantes dans leur milieu carcéral et ils sortent. Et ils sortent comment? Ils sortent un peu plus abîmés que lorsqu'ils y sont entrés. Et donc, par voie de conséquence, on sait très bien que ces gens-là, ils n'auront guère d'autres alternatives pour sortir de la délinquance dans laquelle ils étaient avant même d'y rentrer. Mais dans des proportions, à mon avis, encore un peu plus dramatiques. Donc voilà, c'est contre ce risque-là qu'il faut lutter et tous les moyens et toutes les énergies doivent être mises en œuvre, mais encore une fois, avec des moyens financiers conséquent, parce que nous savons qu'en France, la justice, elle est quand même considérée comme un parent pauvre. Ça aussi, ça fait partie quand même des questions qui sont toujours totalement escamotées du débat juridique et politique. Pour quelles raisons on se retrouve avec un budget qui se situe pratiquement au dernier rang, enfin 23e rang au sein de l'Union européenne? Pour quelles raisons on se retrouve être un pays qui se situe globalement entre la 20e et la 30e place en matière de lutte contre la corruption? Voilà, il y a depuis plusieurs décennies, encore une fois, c'est pas ce projet-là qui l'incarne, il l'incarnera peut-être encore un peu plus, ou en tout cas il sera dans la continuité de tout ce qui a été fait jusqu'ici, mais une volonté de ne pas doter la justice des moyens propres à remplir les missions qui sont les siennes. Ça, c'est une certitude. Donc, avant d'essayer de désengorger les tribunaux en procédant à des mesures comme celles qui sont proposées dans ce projet, dotons la justice des moyens dont elle a besoin pour éviter des scandales comme ceux qu'on a vus il y a très peu de temps à Bobigny, qui étaient pratiquement en faillite, avec une toiture où l'eau... Bon, enfin, voilà. C'est ça les enjeux. La justice est censée être indépendante, vous avez peur qu'elle soit de plus en plus dépendante du pouvoir politique justement? Là, ce projet, oui, bien sûr. La disparition du juge d'instruction, elle est dans l'ADN de cette réforme. À plein d'égards, vous savez, il faut toujours se méfier des réformes, ce qu'on appelle les réformes de grands principes, et puis celles qui sont plus techniques, parce que vous savez, les réformes qui sont plus techniques, en fait, elles portent en germe un certain nombre de réalités. Là, l'accès au juge d'instruction, dans le cadre de cette réforme, il va être infiniment plus difficile. Les pouvoirs du parquet, encore un peu plus renforcés. Alors que nous savons que depuis le début de la décennie 2000, le parquet ne cesse de voir ses pouvoirs augmenter de plus en plus. Donc, quand on connaît la doctrine de M. Macron sur la question de l'indépendance des parquetiers, la question de l'indépendance de la justice, évidemment, elle se pose avec acuité. En un mot, la mobilisation des avocats va se poursuivre? Oui, elle va se poursuivre, et notamment sur un terrain qui peut paraître là encore anecdotique, mais c'est sur celui des cages de verre. Voilà. Ce palais de justice qui se voulait être donc un palais de justice de l'avenir, on s'est rendu compte le 23 avril à l'occasion de la première audience que pratiquement toutes les salles correctionnelles, cours d'assises et salles de JLD étaient munies de box vitrées dans lesquelles les prévenus, donc comparaissants détenus, seraient placés face à leur juge.
C'est une situation absolument stupéfiante lorsqu'on connaît l'état du droit qui interdit toute mesure de contrainte de cette nature, parce que attentatoire à la présomption d'innocence, parce que étant susceptible de constituer un traitement dégradant du prévenu, parce que enfin les atteintes au procès équitable sont légion en la matière. On connaît parfaitement ce contexte légal et pour autant, on se retrouve avec un palais de justice où on découvre ça le 23 avril. Donc oui, les avocats sont mobilisés, et là j'insiste quand même tout particulièrement, ce n'est pas un combat des avocats pour les avocats, ce n'est pas un combat corporatiste, c'est simplement un combat pour que la justice soit rendue conformément aux standards internationaux. Merci beaucoup François de Castro. Demain, Pablo Piovi vient recevra Isabelle Avran, journaliste spécialisée dans le conflit israélo-palestinien. Vous avez une question pour elle? Comment expliquer que l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem puisse entraîner une telle escalade de violence? Voilà. Eh bien, je transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci.